est politique, bonjour, bienvenue sur i24 News. Cette semaine, dans votre émission, nous parlerons de l'Ukraine avec cette question. Que cherche, que veut vraiment Vladimir Poutine? Christian Mallard, bonjour. Bonjour. Fédéralisation de l'Ukraine, province autonome, autonomie association. Poutine est en train de gagner la partie. En France, les suites du remaniement avec une intervention directe de François Hollande dans les affaires du Parti socialiste, puisqu'il impose Ruud Solferino, Jean-Christophe Cambadélis. Ça tombe bien, il en rêvait depuis des années, Mickaël Darmon. Oui, c'est l'artisan de la gauche plurielle, et maintenant il est passé du nous à la possibilité d'un il. Tout est politique, tout de suite on part en Ukraine. On regarde d'abord Vladimir Poutine, l'homme qui ne fait que répondre à l'appel à l'aide des populations russophones de l'Est et de l'Ouest de l'Ukraine. Écoutez, c'est un grand numéro subtil et imparable. Je veux juste dire que toutes les décisions ont été prises après que l'opinion des gens ait été connue. Nous n'avions pas envisagé une telle évolution. Pour parler franchement, nous pouvions juste imaginer l'attitude qu'ils allaient avoir, mais sans être sûrs. Il n'y a qu'après les premiers sondages menés secrètement, mais les chiffres sont tout de même proches de la réalité. Ce n'est donc qu'après ces sondages qu'il était clair que nous allions dans la bonne direction. Bon, officiellement, tout va bien, mais il y a une vraie différence entre la ligne officielle et la réalité. Que veut-il? C'est là, Vladimir Poutine se moque aimablement des Occidentaux, des Américains, des Européens, des partisans pro-russes qu'on voit à travers l'Ukraine. Il y en a, ça c'est vrai, c'est indéniable dans cette partie est du pays. Mais les partisans pro-russes qui s'emparent de blindés, qui font prisonnier des soldats ukrainiens, même si c'est une armée très amateur, je veux dire... Écoutez, ce sont les forces spéciales de Russes qui sont sur le terrain depuis très longtemps. Donc Poutine est en train d'annexer cette partie est de l'Ukraine, qui est une partie stratégiquement, industriellement très importante. Il veut l'arrimer quelque part après la Crimée à la Russie. Mais là, ce que demande aujourd'hui, il faut bien préciser, ce que demandent ces gens de l'Est de l'Ukraine aujourd'hui, c'est beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'autonomie. Donc, ce qui risque de se passer à l'avenir, c'est plutôt une autonomie association avec la Russie, dans la mesure où tous ces gens-là ont leur regard tourné vers la Russie. Qu'est-ce que la diplomatie peut faire en ce moment? On a le sentiment que c'est vraiment l'échec total de la diplomatie, cette affaire. Et même Israël n'était pas là lors du vote de l'ONU il y a 15 jours. Oui, écoutez, la diplomatie, elle est complètement impuissante. On va redire ce qu'on a un peu redit. Où est l'Europe? Que fait l'Europe? Elle est impuissante. Obama est impuissant. Vraiment. On envoie M. Kerry à Genève, discuter tout avec son homologue Lavrov, qui se moque de M. Kerry. On envoie les Occidentaux qui sont en train de discuter, mais qui sont divisés une fois de plus, parce qu'il y a tellement d'intérêts avec la Russie à défendre, l'Allemagne en particulier, l'Italie, l'Espagne, et puis nous Français, on a quand même des navires qu'on doit vendre aux Russes. Et qu'on vendra, parce qu'on en a besoin. Le gain est important. Je ne sais pas comment vous faites pour vous garder le moral, parce que vraiment vous occupez là d'une matière qui aujourd'hui démontre son impuissance. Qu'est-ce que la diplomatie aujourd'hui dans l'affaire russe? Niet, zéro, nul. Il n'y a pas de diplomatie. Les Russes mènent la barque, mènent la danse. C'est eux qui imposent leur diktat, si je puis dire. Et pendant ce temps, Kiev est complètement ridiculisé. Mais Kiev avait promis une riposte Qu'est-ce qui va militaire rester de cette partie de l'Ukraine? On va avoir une partie ouest de l'Ukraine qui va rester, puisque la partie est, il faut le rappeler, désavoue la partie ouest où il y avait quand même un président qui était pour la globalité de l'Ukraine, qui était Yanukovych. Donc, depuis qu'Yanukovych a été renversé, le pouvoir qui est en place à Kiev n'est pas reconnu par la partie Est et par le reste de l'Ukraine. Donc, si vous voulez, on arrive petit à petit vers une partition de l'Ukraine. Et l'Europe, encore une fois de plus, va hériter peut-être de relations privilégiées avec cette partie ouest de l'Ukraine qu'il va falloir entretenir. Parce que je soupçonne Poutine de dire à un moment donné, je vais couper le gaz, les livraisons de gaz et tout à l'ouest. Et donc, il va falloir aider cette partie ouest de l'Ukraine au niveau de son approvisionnement en énergie, mais il va falloir aussi renflouer les caisses. Donc, Christian Mallard, vous nous dites aujourd'hui sur le plateau de Tout est politique que Vladimir Poutine est inarrêtable. Inarrêtable pour l'instant parce que nous sommes faibles et nous sommes lâches. Les Européens, les Occidentaux sont des lâches. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pourquoi lâches? Après tout, ils font chacun ses intérêts. Quels sont les intérêts? Non, mais lâche, de quand je dis lâche,
Quels sont les intérêts que l'on a quand je dis lâche, dans cette partie quand de je l'Europe? dis lâche, Aucun. c'est parce qu'on laisse le terrain libre à Poutine. On fait rien, on dit des sanctions. Mais Poutine s'en moque des sanctions. Elles ne sont pas payantes, ces sanctions. On va geler les avoirs de certains oligarques proches du président et on n'est tout. pas lâche. On est en train de regarder et d'assister avec une forme d'impuissance à la nouvelle géographie Oui, la nouvelle géopolitique, européenne la nouvelle carte. qui est en train de se Oui. dessiner avec un pôle allemand, un pôle russe Oui, et mais voilà, un c'est le Occident, retour en force. C'est le retour en force de la France, Russie. regarde les choses. choses. C'est le retour en force de l'ex-URSS avec, en ligne de mire, la volonté de Poutine de créer ce grand marché eurasien dont il sera le grand patron, le grand maître, et tout ça pour damer le pion à l'Union européenne. Donc Poutine a les pleins pouvoirs sur le monde. Mais oui, pour l'instant, et encore une fois, on a besoin de lui. Regardez, si on touche un pion et qu'on vient l'ennuyer dans sa sphère d'influence, il peut nous ennuyer sur le nucléaire iranien, sur la Syrie ou le désarmement, les armes chimiques. On n'a toujours pas résolu le problème. Et donc, si Poutine demain peut bouger, c'est l'homme qui peut bouger les pions quand il veut, où il veut. Et nous, on est là, on regarde. L'essentiel, c'est qu'on ait des commissaires européens qui s'occupent de calibrer donc la taille des fraises. Mais il va y en avoir d'autres, des commissaires européens, on va encore en nommer, ils vont être très bons. Absolument. Allez, tout est politique. On part tout de suite en France avec Jean-Christophe Cambadélis. Jean-Christophe Cambadélis a donc été élu par le Conseil national du Parti socialiste avec 67% des voix. Avant même d'être élu, il avait promis de reformuler le projet du parti. On le regarde. Les Français nous ont dit « Occupez-vous de nous ». Les militants nous ont dit « Occupez-vous de nous ». Eh bien, ce sera ma feuille de route. C'est le type de PS que je veux construire. Michael, est-ce que c'est un épiphénomène, Jean-Christophe Cambadélis, ou quel est le sens politique de cette nomination? Eh bien, c'est la troisième étape du triple remaniement qu'a décrété et déclenché François Hollande. Il n'a pas été question simplement de remanier l'équipe gouvernementale. On voit maintenant que tout l'appareil de commandement de l'État est remis dans un axe qui est celui donc de la social-démocratie et de la lutte contre les déficits. Pierre Renelema a été remplacé par Jean-Pierre Jouyet, l'ami du président, financier, banquier européen convaincu, social-démocrate jusqu'au bout des ongles. Il est maintenant à la machine de l'Élysée. C'est pas forcément de la magouille entre amis, mais c'est surtout de la, mais non, c'est pas de la magouille en l'occurrence, c'est de la mise en cohérence. Arrangement entre amis. Il a le droit de travailler avec des gens qui sont pas opposés. La même chose, hein. Et tout le monde a travaillé avec ses amis. Maintenant, donc si on reprend, l'idée c'est qu'il y a effectivement Jean-Pierre Jouyet maintenant au sommet de l'Élysée, on en parlera tout à l'heure. Le gouvernement a été remis dans l'axe avec Emmanuel Valls, qui est aussi en cohérence avec le discours social-démocrate. Et puis, troisième étape maintenant, le patron du PS, celui qui va infuser ce discours à travers donc, les militants et les fédérations, et avec une mission, la mutation de la gauche française, la rupture de la gauche française avec cette tradition libertaire, syndicaliste, ouvriériste, révolutionnaire, le grand soir. C'est terminé. Maintenant, on va revenir, on va aller sur au niveau européen, on va créer une sorte de blairisme, cambadélisme, hollandisme à la française, qui est effectivement cette gauche de la social-démocratie. Il va aussi aller chercher les abstentionnistes des municipales. C'est surtout une manière de dire, il y a un nouveau PS, il a un programme, il en a parlé là rapidement, Jean-Christophe Cambadélis, vous savez, c'est l'artisan de la gauche plurielle. À l'époque de Jospin, il s'est parlé avec les communistes, un trotskiste polyglotte. Voilà, lui, à la base, c'est Jospin, c'est d'abord DSK. un trotskiste polyglotte. Il est un ancien révolutionnaire qui a compris qu'il fallait donc utiliser la phraséologie politique pour parler ensuite avec tout le monde. Il a créé les assises de la transformation sociale en 94, qu'il amène en 97 à pouvoir parler avec les communistes, les écologistes, avec les socialistes, avec tout le monde. Aujourd'hui, il est le hub avec la gauche de la gauche et avec la partie social-démocrate de la majorité. Est-ce qu'il incarne la mutation dont vous parlez, la mutation souhaitée? Est-ce qu'il incarne, allez, on va jouer sur les mots, on va s'amuser un peu, le désir d'avenir du PS? Oui, mais justement, lui, il préfère donc avoir un avenir qui a un désir. Mais justement, c'est surtout ça. D'autant plus qu'Harlem Désir, bon, si vous voulez qu'on joue aussi là-dessus, il a été mis un peu sur le banc de touche. Donc, banc de touche avec l'Europe. Secrétaire d'État, c'est quand même un... Vous avez raison, c'est un essor gouvernemental majeur. Mais cela dit, il a un boulot. Il a un boulot parce qu'il a été récompensé comme dans le monde politique, c'est-à-dire il fait partie de la famille et il faut le caser. L'échec est bien récompensé, entre parenthèses. De ce point de vue-là, on aimerait tous échouer comme ça.
vous savez... Comme Mme Voynet, qui est inspectrice générale de je ne sais plus quoi, Mme Voynet qui a été nommée. 5 minutes le job de secrétaire d'État aux affaires européennes et vous verrez à quel point ce n'est pas toujours une sinécure. Mais en même temps, l'idée, Cambadélis, il vient justement pour faire cette mutation, pour faire cette rupture. Il a un programme, les 3 R. Il a dit réveiller, rassembler, rénover. Bon, moi je pense qu'il faut faire attention au 4e R qui est la raclée, parce que le premier test électoral qui va arriver, ce sont les élections européennes. Et puis il y a le 5e R, les régionales. Parce que sinon, si effectivement il n'arrive pas à inverser la vapeur, aujourd'hui, en projection électorale, le PS tient 3 régions l'année prochaine. Donc ça, évidemment, c'est son enjeu majeur. Est-ce que Hollande, Cambadélis et Valls, c'est un trio qui s'entend bien, qui marche bien, les rouages sont bien huilés? Il a été nommé avec le soutien de Valls, Bartolone et Hollande. Vous voulez? Bien sûr. Parce que Valls, je pensais qu'il était très très proche de Harlem Désir et qu'il avait tout fait pour que ce soit Désir et non pas Cambadélis. Absolument. Et ça, c'était le mardi. Et le mercredi, il regrettait son choix. Et depuis l'instant où Harlem Désir a été nommé, bien sûr, au début en 2012, depuis le début où Harlem Désir a été nommé, François Hollande l'a regretté. Il a fait savoir à Cambadélis, il lui a dit prépare-toi. Il a mis du temps à changer. Il lui a dit oui, mais parce que ça, c'est la politique, ça a sa propre densité. Mais il lui a dit prépare-toi depuis le début. Au Cambadélis est arrivé avec un accord Bartolone, Valls, Hollande pour dire il faut absolument rénover, changer, réveiller ce Parti socialiste parce que ce qui se joue, c'est tout simplement 2017 là. C'est ça. Donc Hollande prend en main, c'est pour ça que vous disiez que c'était complètement inédit. Il prend en main à la fois l'Élysée, le Parti socialiste et le gouvernement. Et tout le monde est remis dans l'axe, tout le monde parle le même langage, tout le monde a le même projet. On va voir, ça va suffire, mais en tout cas, il y a une remise dans l'axe. Et qu'on le veuille ou non, Valls est dans une camisole de force. Il est quand même coincé. Il est en train de nous faire du héros à la Valls, qui est quand même beaucoup mieux, en effet. Mais sur les économies, les 50 milliards qu'on doit faire entre deux... 50, hein 70. 70, il y en a même qui disent 80. 70 entre 2015 et 2017. À Bruxelles, l'addition a été présentée à la France, c'est 70 milliards. Est-ce que Bruxelles peut nous prendre vraiment au sérieux quand on voit ce qu'on nous annonce? Non, mais Bruxelles ne prend pas du tout la France au sérieux. C'est la raison pour laquelle il y a eu, pour la première fois, une fin de non-recevoir et une porte fermée quand... Traditionnellement, comme à chaque fois qu'un gouvernement arrive au pouvoir en France ou un gouvernement est nommé, on va d'abord à Bruxelles pour réclamer un délai. Là, ils leur ont dit c'est terminé. Et non seulement c'est pas 50 milliards que vous allez trouver, c'est 70 milliards. Et allez le dire aux Français, parce que nous, sinon, on se chargera de le dire. Donc c'est ça le problème. Et alors, qu'est-ce qui va se passer Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une campagne des élections européennes qui va se passer au moment où le gouvernement et où le budget va être mis pour la première fois sous le contrôle de la Commission. C'est les nouveaux accords. C'est grave. D'abord, on est déjà en surveillance négative. Et 2, maintenant, la Commission va avoir la possibilité de retoquer le pacte de stabilité financière qui va être voté bientôt. Ce qui veut dire qu'on est sous tutelle. Il faut dire les choses comme elles sont. Sous tutelle, aujourd'hui, de la Commission européenne. Voilà. On en parlera une prochaine fois. Michael Darmon, vous nous dites donc que l'heure est grave pour la France, puisque nous sommes oui, ça fait 30 ans que l'heure est grave. Simplement maintenant, les gens commencent à s'en apercevoir et ils sont obligés de prendre les affaires en main. Mais la droite et la gauche sont aussi responsables que l'autre. Bien sûr, j'ai dit 30 ans. Tout est politique. On passe aux images de la semaine. Alors, on reste avec vous, Mickaël. Votre image de la semaine, c'est un homme. Il s'agit du nouveau secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, un proche de François Hollande. Et oui, ne dites pas à Jean-Pierre Jouyet que c'est son meilleur ami, mais il a bossé avec Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous, c'était le ministre des Affaires européennes de Nicolas Sarkozy. Il incarnait l'ouverture, secrétaire d'État, ministre délégué, ou secrétaire d'État. Il incarnait l'ouverture à ce moment-là avec Sarkozy. Ça a été la brouille avec son meilleur ami, parce que ce sont avec les Hollande des amis d'enfance, pas d'enfance, pardon. Promotion Léna, Voltaire et des amis extrêmement intimes. Jean-Pierre Jouyet connaît tous les secrets politiques et personnels et sentimentaux de François Hollande. Alors on dit, il a amené à l'Élysée, d'abord l'heure est grac, si je puis dire, parce qu'il est le représentant, Jean-Pierre Jouyet, de ce mouvement de hauts fonctionnaires sociodémocrates qu'on appelle les GRAC et qui veulent en permanence donc infuser la pensée social-démocrate au sein de la haute fonction publique. Ça, c'est déjà intéressant parce que c'est un signal politique. Mais surtout, c'est là où on est dans, je dirais, l'illusion d'optique. Tout le monde a dit Jean-Pierre Jouyet est venu parce que François Hollande change. Change. En réalité, Jean-Pierre Jouyet va permettre à François Hollande de rester le même.
Parce que comme ils se connaissent tellement bien... Il va le recadrer à chaque fois. Non, ils se connaissent tellement bien. Ouais. Ils savent parfaitement que François Hollande ne peut pas changer. Donc il continuera la gouvernance par SMS. Pour que rien ne change. Exactement, voilà. Vous connaissez vos classiques. Et donc on voit bien qu'effectivement, il continuera à travailler avec les SMS, il continuera à être dans le sort de cloisonnement, la manière dont il fonctionne, parce que le schéma mental de François Hollande ne changera pas. La seule chose qu'on regardera avec attention, c'est si Jean-Pierre Jouyet a un mandat médiatique, c'est-à-dire que s'il a la possibilité, alors que Pierre-René Lemas ne l'avait pas, de s'exprimer à l'extérieur pour expliquer la politique présidentielle. Donc voilà, on voit bien maintenant la nouvelle étape qui est en fait celle qui va déterminer tout simplement la suite du quinquennat et savoir si le quinquennat de Hollande peut être sauvé ou pas. Christian, vous, votre image de la semaine, ce sont les élections présidentielles algériennes. Oui, les Algériens vont sans doute élire un fantôme, c'est l'expression que tout le monde utilise aujourd'hui, parce qu'il n'a pas pu faire campagne, il est très malade et tout. Je crois que le vrai problème qui se pose aujourd'hui, d'abord, les Algériens n'ont plus envie d'avoir de guerre civile qui a fait plus de 100 milliers de morts dans les années 90 avec le Front islamique du salut. Aujourd'hui, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que les militaires, est-ce que le pouvoir en place sont capables d'assurer une véritable transition, faire le passage du pouvoir entre la génération de l'indépendance à une nouvelle génération de la jeunesse algérienne en la légitimant tout en gardant bien entendu une empreinte de la génération actuelle, de l'indépendance. Je crois que c'est ça qui compte, de trouver un équilibre, un modus vivendi avec les jeunes qui en ont ras-le-bol du système. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Belle semaine à vous.